Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois la docteure Marie-Ève Morin. Elle vient nous parler de la clinique Caméléon. On aura plus tard à l'émission nos invités Pierre Laure et Jeanne-Eva Dupuis qui, pour leur part, vont venir nous parler de la ressource L'Entre-toi. On a à l'Espresso et l'Espresso allongé le sujet la santé mentale au masculin. Alors tout ça dans le menu de la prochaine heure de Folie douce. On commence bien sûr en chanson avec Chose sauvage et la chanson s'intitule L'épave trouée. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous informe sur la santé mentale depuis 25 ans. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité qui est le docteur Marie-Ève Morin. Bonjour, Mme Morin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin de famille œuvrant en dépendance. On va parler ensemble de la clinique Caméléon. Vous avez fondé cette clinique-là. J'aimerais ça que vous nous expliquiez justement qu'est-ce que c'est la clinique Caméléon. Oui, en fait, la clinique Caméléon a été fondée en avril 2015, donc c'est une jeune clinique. Très récent, oui. On a ouvert les portes le 1er juin 2015. Okay. Et depuis ce temps-là, ça roule, comme on dit, ça va très bien. En fait, pourquoi Caméléon? Oui. Moi, je suis médecin de famille, comme vous l'avez dit, œuvrant en dépendance. Donc, je traite principalement des gens toxicomanes, alcooliques, pharmacodépendants, joueurs pathologiques ou même des gens qui ont des dépendances à la nourriture. Et selon moi, ces gens-là, les toxicomanes, en fait, qui survivent, ce sont des caméléons. Parce que s'ils ne s'adaptaient pas en changeant de couleur, en prenant la couleur du milieu, ils mourraient. Ils mourraient d'overdose ou de suicide ou d'accident. Donc, pour moi, les toxicomanes, ce sont des caméléons, ce sont des gens qui survivent en s'adaptant à la société. C'est des gens très forts, finalement, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, je les appelle les survivants. Oui, parce qu'on pense que c'est des gens faibles, en réalité, s'ils passent à travers tout ça. En fait, c'est des gens qui ont une grande capacité d'adaptation, la grande majorité. Et on sait que derrière la dépendance, derrière la toxicomanie, se cache souvent beaucoup de traumatismes. Donc, des traumatismes majeurs. Dans l'enfance, par exemple, des abus, de la violence, de la négligence, des carences. Et dans le fond, la toxicomanie, il faut voir ça un peu comme le couvercle sur une marmite. Et quand on ouvre le couvercle, quand on lève le couvercle de la marmite, c'est là qu'on découvre tous les traumatismes et les lacunes qu'on doit soigner. Donc, pourquoi Caméléon? C'est aussi parce que je pense que pour travailler à Caméléon, on doit être un caméléon. On doit s'adapter aux patients. Ce que je déplore un petit peu de notre système de santé, malheureusement, pas juste en toxicomanie, mais dans tous les domaines, les malades doivent répondre à certains critères pour être soignés. Mm-hmm. Donc, les malades doivent s'adapter au système pour être pris en charge, pour rentrer dans le système. Et c'est pas le système qui s'adapte, dans le fond? Moi, je trouve que notre système de santé est très rigide. En tout cas, avec les toxicomanes, beaucoup. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stigmatisation, de préjugés derrière tout ça aussi. Mais je pense que si on était plus souple, qu'on enlevait peut-être les critères avec les cases à cocher là, pour permettre à quelqu'un d'avoir accès à un soin en particulier, bien, ça fonctionnerait peut-être mieux. Fait que je dis pas qu'à Caméléon, on a la solution miracle, mais on essaie de s'adapter aux patients. Et heureusement, parce que c'est une clientèle qui est tellement variée. On a des patients professionnels, des artistes, des pilotes d'avion, des médecins. On a aussi des gens de la rue, des gens qui sortent de prison, des gens qui font de la prostitution. On a vraiment de tout. La toxicomanie n'a pas de préjugés. C'est nous qui en avons. C'est un lieu physique unique à Montréal? Oui, en fait, pour l'instant, on est au 1851 sur Sherbrooke-Est, au 9e étage. C'est une petite clinique. Là, on a 4 bureaux et une réception, une salle d'attente, puis ça se passe bien. Et pourquoi avoir fondé? Pourquoi? Est-ce que c'est un processus? Vous étiez déjà médecin depuis quelques années, j'imagine, et puis il vous est venu une idée à force de voir peut-être les besoins dans ce domaine-là? En fait, ça fait plusieurs années. Moi, je vous dirais que depuis 2006, j'avais l'idée d'ouvrir ma clinique à moi pour les toxicomanes, avec un modèle multidisciplinaire particulier là, où on s'adapte aux patients et non l'inverse. J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de milieux dans les 10 dernières années et je dirais que j'ai un peu pris le meilleur de chacun. J'ai eu la chance de travailler à la clinique L'Actuelle, j'ai eu la chance de travailler pour les services correctionnels fédéraux, j'ai eu la chance de travailler à la clinique Nouveau Départ aussi, au Maillon à Laval. J'ai fait plusieurs endroits et je vous dirais que j'ai essayé de garder un peu le meilleur de chaque endroit pour créer quelque chose de peut-être nouveau. Mm-hmm.
Oui, c'est ça. Puis donc, en ayant créé ça, il y a quelques médecins aussi qui vous accompagnent dans cette clinique? En fait, j'ai un psychiatre consultant qui vient avec nous une demi-journée par semaine, dépendamment des mois. On en a bien besoin d'un psychiatre. Ouais. J'ai également un nouveau médecin de famille là, qui se joint à nous là, dans les prochaines semaines. J'ai deux excellentes infirmières et j'ai un thérapeute, un intervenant en relation d'aide là, qui nous aide beaucoup à voir les patients aussi. Donc, finalement, les gens, est-ce qu'ils vous connaissent ou ils sont référés? Parce qu'on disait tantôt, c'est une clinique quand même assez jeune, mais comment ça fonctionne? Ça, c'est assez fascinant en toxicomanie. Quand tu soignes bien un toxicomane, il t'en envoie 4. OK, c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est beaucoup du bouche à oreille. Oui, on a un beau site web. Oui, on fait un petit peu de publicité. Je fais beaucoup de médias pour en parler. Oui. Mais c'est pas ça qui nous amène des patients. De toute façon, on n'en manque pas de patients, là, il faut être honnête. Mais je vous donne un exemple. Moi, je traite l'hépatite C, qui est une maladie qui attaque le foie, un virus qui attaque le foie, pour lequel il existe un excellent traitement. Et quand on traite bien un patient atteint d'hépatite C, bien, il nous envoie sa conjointe, son meilleur ami, son frère, ses amis de consommation. Fait que c'est vraiment, vraiment beaucoup du bouche à oreille. Oui. Et la clientèle comme telle, parce que c'est un monde qui, si on n'est pas dans ce monde-là, on ne comprend pas trop, finalement. Les gens, vus de l'extérieur, on se dit toujours, ben pourquoi? C'est juste des drogués. Oui, c'est ça. Mais comment on pourrait décrire ça pour justement faire mieux connaître au public qu'est-ce que c'est la clientèle? Bien, je vous dirais que chez les gens qui souffrent de dépendance, en fait, on estime que dans la population générale, il y aurait près de 20 de la population qui serait vulnérable à la toxicomanie, à la dépendance. C'est beaucoup. C'est une personne sur 5. Oui. Donc, c'est pas un phénomène marginal, la toxicomanie. Puis d'ailleurs, pour ceux qui n'y croient pas à ces chiffres-là, prenons le tabagisme. Le taux de tabagisme au Canada est à 20 depuis les 10 dernières années. Il a à peine baissé de 1 mais c'est la toxicomanie la plus répandue, le tabagisme. Donc, quand on parle de dépendance, on estime qu'il y a peut-être une personne sur 5 qui est vulnérable à le devenir ou à passer par là, comme on dit. Parmi tous les gens qui sont dépendants, que ce soit la cocaïne, l'héroïne, le jeu pathologique, n'importe quelle dépendance, on estime qu'il y a 50 à 70 de ces gens-là qui souffrent d'un problème de santé mentale, qui étaient là souvent bien avant la toxicomanie. Moi, je dis parfois, je pense pas qu'on vienne au monde toxicomane. Je pense qu'on le devient. Je pense pas qu'on devienne au monde alcoolique non plus. Je pense qu'on le devient. Mais c'est sûr qu'il y a des facteurs familiaux, il y a des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux. Mais prenons l'exemple d'un exemple facile, la phobie sociale. Bon, la phobie sociale, c'est quelque chose qui est très fréquent. On en voit chez les hommes d'affaires, on en voit un peu partout de la phobie sociale. Et une des façons de pallier à ça qui est facile dans le monde des affaires, par exemple, c'est l'alcool. Donc, les gens s'en vont, ils ont un dîner d'affaires, là, ils vont parler business. Puis après 3 coupes de vin, ça va bien parler business, ça va mieux, c'est moins gênant. Donc, la première hypothèse qu'on utilise en dépendance, c'est l'automédication. Donc, on pense que les gens ne vont pas consommer nécessairement pour l'effet, ni pour le goût, mais pour l'effet thérapeutique que ça leur apporte. Des fois, c'est du plaisir, des fois, c'est de l'euphorie, mais des fois, c'est simplement pour leur permettre de fonctionner. Des fois, c'est pour geler les émotions. Bien, geler les émotions ou même les ajuster. Ouais. Je vous donne un autre exemple. Le TDAH, qui est si populaire, là, le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, c'est un trouble qui se soigne avec des psychostimulants, comme le Ritalin, par exemple. Mais quand un patient nous dit ben moi, je prends un demi-speed ou un speed par jour le matin pour faire ma journée puis ça va bien, ben il faut se demander est-ce qu'il y a peut-être un TDAH sous-jacent. Donc, il faudrait traiter avec la bonne molécule. Puis, il y a plein d'autres exemples comme ça. En fait, l'automédication est une des hypothèses à laquelle j'adhère, moi, pour la dépendance. Puis, je pense que quand on soigne le bon bobo, je vous dirais pas que c'est facile d'arrêter de consommer, mais c'est moins difficile. Oui. Si on soigne un bipolaire avec du lithium, puis qu'on lui demande ensuite d'essayer d'arrêter la cocaïne ou l'alcool, ça va peut-être aller mieux que sans médication. Oui. Parce que souvent, ils consomment pour se traiter. Exactement, pour se geler, pour essayer de se stabiliser même. Sans des fois savoir qu'il est atteint de la plupart ne le savent pas. C'est ça. La plupart ne le savent pas, puis c'est souvent un choc. Hein? Oui. Quand on apprend à un patient qui consomme depuis 20 ans, bien, monsieur, je pense que vous avez un TDAH, puis on va vous donner le bon traitement, puis là, du jour au lendemain, ils se sentent fonctionner normalement sans drogue. Oui.
c'est un choc des fois. Oui. Un bon choc. Dans le monde justement des dépendances, tout ça, il faut quand même vouloir faire ça. Vous avez l'air très heureuse de faire ce que vous faites. Vous avez même fondé la clinique, mais vu de l'extérieur, on se dit, mais c'est un paquet de problèmes. Là. Comment vous faites pour vivre là-dedans, puis évoluer, puis avoir une satisfaction? Est-ce que vous... Mais je vous dirais que ça s'apprend. Hein. Travailler avec ces gens-là, ça s'apprend. Le détachement, c'est quelque chose qui s'apprend. L'empathie aussi. Mais écoutez, si les gens ne s'en sortaient pas, je ne ferais pas ce travail-là. Hein, c'est pas vrai qu'ils finissent tous en prison ou avec une seringue dans le bras, en overdose, dans le fond d'une ruelle. C'est pas vrai qu'ils finissent tous comme ça. Vous êtes témoin de bonnes nouvelles. Là. Ben vous oui, voyez tout à des fait. choses. J'espère bien. Ouais. Puis je veux dire, on en a plein d'exemples dans le monde des artistes aussi, des gens qui ont des... Combien d'artistes qu'on connaît qui ont eu des gros problèmes de consommation puis qu'aujourd'hui, ils vont bien puis ils fonctionnent encore. Oui, il y en a qui en meurent, mais la majorité des gens s'en sortent. Oui, parce qu'en dedans de soi, on a comme une force à quelque part de survie. Puis les gens, ils veulent trouver une solution. En fait, souvent, ils ne savent pas trop où s'adresser. Exactement. Moi, je connais personne qui est fondamentalement masochiste. Oui, puis qui veut en finir. Là, absolument, c'est un cri à l'aide. Oui, puis la plupart des gens, comme prenez les héroïnomanes, par exemple, on pense que les fumeurs aussi, 70% à 80% veulent arrêter. Mm-hmm. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dépendants. Ouais. Mais les fumeurs ne sont pas tous épais, là, excusez le terme, mais ils savent que ça donne le cancer. Ouais. Mais c'est ça, la dépendance, c'est ne pas être capable de cesser un comportement ou une substance qui nous est nuisible alors qu'on le sait. Ouais. Mais on ne sait peut-être pas qu'on est bipolaire ou qu'on a un TDAH ou un trouble anxieux. Ouais. Ça, c'est le travail de l'équipe à Caméléon, entre autres. Vous qui êtes justement de cette clinique-là, vous êtes médecin, donc on parle depuis plusieurs mois, en fait, de légalisation de drogue, de marijuana, tout ça. Quelle est votre position là-dessus? Je me suis toujours posé la question, les professionnels qui ont à intervenir auprès des gens qui ont des dépendances, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bien, moi, je suis partagée, je suis nuancée. En fait, je crois que le cannabis a de nombreuses vertus thérapeutiques. Hein? C'est bon contre les nausées, contre les douleurs, pour le sommeil, dans certains cas contre la dépression et l'anxiété. On dit même que ça pourrait être efficace dans les PTSD, le Post-Traumatic Syndrome Disorder. Donc, on ne peut pas nier les vertus thérapeutiques du cannabis. Ce qui m'inquiète, c'est de le rendre accessible à tous comme ça et de faire de l'argent sur le cannabis. Je trouve que ça banalise la substance. Et on sait que de toute façon, le cannabis est déjà extrêmement accessible, autant chez les jeunes que les moins jeunes. Le fait de le légaliser va peut-être envoyer un message de banalisation aux jeunes. Mais j'ose espérer que ça rendra peut-être l'accès un peu plus difficile. Mm-hmm. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et dire que c'est une panacée, le cannabis. Là. Oui, il y a des risques associés. Il y a des risques au niveau pulmonaire, il y a des risques de psychose, il y a des risques de syndrome amotivationnel. C'est quand même un psychotrope extrêmement puissant. Mais en médecine, moi, personnellement, je préférerais prescrire du cannabis que de la morphine. OK. C'est beaucoup plus efficace. On parlait souvent aussi que le cannabis, en jeune âge, c'était beaucoup plus néfaste. Ben oui, avant l'âge de 25 ans, en effectivement. Puis c'est quand même un certain âge, 25 ans. Donc vraiment, il faut éduquer. Il faut éduquer, il faut en parler. Peut-être qu'en légalisant, on pourra obtenir un meilleur contrôle de la qualité du produit aussi. Parce que là, ce qui se vend dans les cours d'école puis sur la rue, personne ne connaît le teneur en THC. Oui. Donc, peut-être qu'en ayant un contrôle de la qualité, on pourra éviter les psychoses. Je ne le sais pas. On verra. Docteur Morin, les gens qui veulent en savoir plus, est-ce qu'ils peuvent d'eux-mêmes prendre un rendez-vous? Est-ce qu'ils peuvent aller vous consulter? Ou comment ça fonctionne? Ils doivent être référés? Comment ça... En fait, en ce moment, les nouveaux patients qu'on est en mesure de prendre, c'est les gens qui ont l'hépatite C. OK. Donc, ces gens-là, j'ai une infirmière dédiée à l'hépatite C qui rappelle les patients dans la même semaine. Donc, il suffit d'appeler. Oui. Et pour ce qui est de l'autre classe de patients qu'on prend de façon assez rapide, mais il y a tellement de demandes que je ne veux pas faire de fausses promesses, c'est les dépendants aux opiacés. Les héroïnomanes, les gens qui sont dépendants à la morphine, ces gens-là, quand on les prend pas en charge, ils meurent. Okay. Ils décèdent malheureusement. Pas tous, mais c'est très dangereux. Ouais. Donc, c'est les deux principales pathologies qu'on prend en charge de façon, je dirais assez rapide. Ouais. Mais je ne vous cacherai pas qu'on a une belle liste d'attente, là. Mais pour toute l'information, ils peuvent au moins vous contacter. Il y a le site web que vous disiez qui tout à fait, notre site web. Hein? Puis si jamais il y a des médecins qui nous écoutent et qui aimeraient les défis puis une pratique un peu différente, ben on cherche beaucoup des médecins aussi pour se joindre à nous. Bien, excellent. Je vais donner l'adresse. C'est le www.clinique-au-singulier-caméléon.com et le téléphone 514-508-5366. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, c'était un plaisir. C'est une belle initiative. Bonne continuité. Merci. À la prochaine. Merci. Au revoir.
Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. De retour au micro, donc, avec le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, aujourd'hui, le sujet, c'est la santé mentale au masculin, pour nous les hommes. Ouais. Oui. Sujet important parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de préjugés aussi, il y a peut-être beaucoup de tabous, peut-être plus même sur la santé mentale des hommes. Je Je te dirais, il y a de la souffrance des deux côtés, ça peut être chez les femmes ou chez les hommes, mais traditionnellement, puis on en a déjà parlé, les hommes ont plus de difficultés à aller chercher de l'aide. Oui, c'est pas mal plus tabou, le sujet de la santé mentale. C'est pas naturel dans la personne masculine de se confier à un professionnel. C'est plus difficile. Je vais vous lire quelques passages d'un article écrit par M. Alexandre Vigneault, qui travaille au journal La Presse. C'est un article qui a déjà paru dans la presse, mais j'ai décidé de le reprendre ce matin parce que je trouve que le sujet est important. Alors, M. Vigneault commence en nous disant « Oui, les hommes québécois ont changé. Ceux de moins de 35 ans en particulier parlent de leurs émotions et s'investissent dans la conciliation travail-famille. Sauf que quand les choses ne tournent pas rond, ils ne sont pas plus capables de demander de l'aide que leurs aînés. Que faire? Changer les hommes ou la manière de les aborder? » Mario, qui est dans la quarantaine, disait « J'étais en état de choc en repensant au moment où sa copine enceinte de leur premier enfant l'a quitté. Carl aussi a des souvenirs douloureux d'une rupture amoureuse ancienne. Il a dit « J'ai passé 2 ans à brailler et à regarder par la fenêtre. » raconte le jeune homme. Alors, quand sa nouvelle blonde l'a largué, il y a environ 18 mois, il n'a pas voulu répéter la même erreur. Il a cherché de l'aide. Carl a appelé au CLSC. Sans succès. Mario dit « Si tu vas au CLSC, il faut que tu sois vraiment au bord du suicide pour qu'ils te prennent. » On lui a demandé s'il était suicidaire. Il a dit non, alors il a été avisé qu'il y avait 4 mois d'attente. C'est souvent dire la difficulté à la rupture, la déception. Les hommes ont énormément de difficultés comme on dit, faire le procédé en dedans d'eux pour... ils vont réagir violemment parfois. Oui, mais ils vont imploser aussi. Garder pour eux-mêmes. Pour eux, oui. Ça peut leur causer des... Alors, pour revenir à notre ami Carl, on nous dit de l'aide, il en avait besoin tout de suite. Alors, il a appelé une ligne d'écoute. Peut-être telle aide, il n'est plus certain. Carl nous dit « J'ai braillé au téléphone et j'ai raconté mon histoire, mais au bout de 30 ou 45 minutes, je me suis fait dire que la consultation était finie. L'air encore stupéfait. » Il nous dit « J'ai trouvé ça ridicule. » Peu après, il a rappelé au CLSC. On lui a encore demandé s'il était suicidaire. Il ne l'était pas plus qu'à la fois d'avant, mais il a insisté. Il trouvait horrible de se faire rejeter comme ça. Il a dit déjà que c'est dur d'appeler. C'est comme si c'était une évidence. Carl a raison. Pour bien des hommes, demander de l'aide ne va pas de soi. Les Québécois de sexe masculin veulent presque tous, à 85%, résoudre leurs problèmes seuls, a révélé une enquête dirigée par Gilles Tremblay, spécialiste de la condition masculine attaché à l'École de service social de l'Université Laval. Plus encore, près de 60% d'entre eux refusent de demander de l'aide, même s'ils savent qu'ils en ont besoin. Sur ce plan, les jeunes hommes ne font d'ailleurs pas mieux que leurs aînés. Mario nous dit qu'il faut vraiment qu'il soit minuit moins 1 parce qu'au début, on pense que ça va se régler tout seul. On pense tous que le temps va arranger les choses. Dans mon entourage, dit-il, les gars qui n'ont pas consulté parlent encore de leur rupture comme si c'était arrivé hier. Ils n'ont pas fait de cheminement. Philippe Roy, qui est spécialiste de la prévention du suicide et de la santé mentale au masculin, dit « La souffrance n'est ni masculine ni féminine. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que l'expression de la souffrance est très socio-culturelle. » Plusieurs professionnels rencontrés par le journal La Presse dans des colloques sur la santé et le bien-être de l'homme l'ont dit d'une façon ou d'une autre. Les hommes n'apprennent pas à demander de l'aide. C'est peut-être un trait, finalement. Je me rends compte, c'est peut-être dans notre nature. Oui, finalement. c'est dans la nature masculine. Carrément. Une espèce d'orgueil masculine, peut-être. Qui fait qu'on veut se débrouiller, puis on se dit on est capable de s'en sortir, puis on... Oui. C'est peut-être moins aussi à nous de se confesser dans notre vie courante, quotidienne,
à quelqu'un, puis c'est peut-être aussi la manière que les gens nous répondent. Ouais. Moi, personnellement, quelqu'un qui veut me faire du renforcement positif quand je me sens déprimé, T'as de la misère, déteste ça profondément. Là. Ouais. Philippe Roy, dont j'ai parlé tantôt, qui est un spécialiste de la prévention du suicide, dit que souvent les professionnels auxquels les hommes s'adressent ne sont pas toujours outillés pour les accueillir. M. Gilles Tremblay dit « On demande aux hommes de s'habiller en femmes pour demander de l'aide. » Il avait déclaré ça lors d'un colloque tenu à Laval. Sa boutade voulait illustrer que le système ne tient pas compte de la manière qu'ont les hommes d'exprimer leur souffrance et les hommes ne savent pas trop comment y faire face. Brigitte Lavoie, qui est spécialiste dans l'intervention auprès de la clientèle masculine, dit « C'est à nous de changer pour mieux rejoindre les hommes. » Qu'est-ce qui est si différent? Tout d'abord, les hommes attendent plus longtemps avant de demander de l'aide. Alors, quand ils s'y résignent, leur niveau de détresse est élevé et ils veulent être pris en charge tout de suite. M. Philippe Roy dit « Dans notre système de santé, on n'a pas toujours des ressources disponibles pour un besoin pressant. » La résistance des hommes peut s'expliquer de plusieurs façons qu'il est possible de résumer en une idée la socialisation masculine. Gilles Tremblay dit « Avec les enfants, les parents agissent différemment. Ils favorisent l'attachement chez les filles et l'autonomie chez les garçons. » J'y reviendrai tantôt. Oui, c'est intéressant, mais le côté d'approche, on n'a pas souvent parlé, mais c'est peut-être ça. Merci beaucoup pour votre participation. On poursuivra effectivement. Demeurez des nôtres à Folie douce. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est avec plaisir que je reçois mes invités, qui sont M. Pierre Lard. Bonjour, M. Lard. Bonjour. Ainsi que Mme Jeanne-Eva Dupuis. Bonjour, Mme Bonjour. Dupuis. Alors, vous êtes tous les deux du centre L'Entre-Toi, qu'on va apprendre à mieux connaître. On va avoir beaucoup de minutes, en fait, pour découvrir cette organisation-là et aussi les services, évidemment, que vous offrez. Donc, qui veut commencer? Peut-être M. Lard? Avec je vais y aller, ouais. je vais sauter à l'eau. En fait, Ouais. le Centre Entre-Toi existe depuis 34 ans. Donc, c'est un organisme communautaire. Et la mission, c'est d'accueillir des personnes en hébergement santé mentale. En fait, les gens qu'on accueille, c'est les gens qui sont atteints de maladies mentales, mais qui sont judicialisés aussi. Donc, un des pionniers, si on veut, dans les services de santé mentale, si on parle de plus de 30 ans. Là. Ben, on est une des très rares ressources au Québec qui héberge des gens qui sont atteints d'une maladie mentale et qui sont judicialisés. Mais aussi, on travaille aussi on fait aussi du suivi dans la communauté avec une centaine de personnes. C'est une entente de partenariat avec la sécurité publique. Donc, donc, c'est vraiment comme une spécialisation parce qu'il y a Absolument. beaucoup d'hébergements là, en santé mentale. Absolument. Il y a eu des maisons d'hébergement qui ont comme vu le jour là, à différents endroits à Montréal pour justement aider les hôpitaux à rendre des services aux gens. Donc, vous, c'est le côté un peu plus... Vous avez bien raison de judiciarisé. dire ça parce qu'en fait, nous, la spécialité, parce qu'on peut parler de ça, là, c'est un point de vue clinique, c'est la gestion du risque. Donc, nous, on emploie, à titre d'exemple, comme employer des criminologues, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux aussi. Mais en fait, notre spécialité, si on peut parler de ça, ben, c'est l'accompagnement de ces personnes-là. Donc, pour 99% de nos clients, ils ont été jugés coupables, mais non criminellement responsables de troubles mentaux. Donc, c'est principalement la clientèle qu'on accueille en hébergement sur une période d'1 an à 3 ans, parfois même 4 ans. En fait, nous, on veut juste s'assurer, avec les équipes traitantes, évidemment, là, qui sont de Pinel ou Louis H. Lafontaine ou plus le CIUS de l'Est maintenant. Oui. Mais donc, c'est des clients qu'on accueille chez nous pour une certaine période de temps et on doit s'assurer qu'ils sont aptes et prêts À demeurer par eux-mêmes. Oui, à être autonomes entièrement. Parce que c'est ça le but, dans le fond, ça vous devenir un service qui est dans la collectivité, qui va justement enlever la charge des hôpitaux de s'occuper de ces gens-là, mais de leur permettre d'avoir une vie... Je pense qu'on a développé avec le temps cette expertise-là, mais aussi cette capacité-là de travailler avec des équipes traitantes. Ce que nous, on parle du psychiatre, on parle des criminologues de l'Institut Pinel, etc., parce que 60% de nos clients ils viennent de l'Institut Pinel. Ouais. Donc, je pense qu'une de nos forces, c'est ce partenariat-là. Là. Quand on décide d'accueillir quelqu'un chez nous, ben, on sait très bien qu'on l'accueille pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qu'on va travailler avec une équipe traitante, mais aussi la famille.
Puis, il y a 4 ans, une de nos employées, Véronique Lejeau, a décidé de réfléchir justement à un projet qui pourrait inclure la famille dans la réinsertion sociale de ces personnes-là, parce que souvent, à 82%, la famille est touchée par les actes criminels causés par le patient ou le client. Donc, Véronique a dit, comme criminologue, elle a dit, il faudrait réfléchir à une espèce de programme qui viendrait soutenir ces parents-là dans les efforts. Et de là vient Geneva avec le programme de soutien à la famille et aux proches, qu'on appelle chez nous le SAFAP, évidemment. Oui. Donc, on accueille aussi des familles, des personnes. Je pense que Geneva... Oui, on va effectivement... elle va nous en parler très bien. Ouais. Effectivement, c'est intéressant. Donc, quel est-il, ce programme-là? Comment on peut le présenter? Bien, en fait, le programme, comme Pierre l'a dit, ça fait quelques années là, que c'est en construction et tout ça. Ces temps-ci, on est vraiment en mode... diffusion, là, comment on pourrait le décrire. En fait, c'est vraiment... la mission, c'est vraiment de soutenir, d'outiller, d'informer les proches, la famille. Ça peut être vraiment... on n'a pas de limite, là. Ça peut être conjoint, conjointe, enfant, fratrie, parents, oncle, tante. Parce que l'entourage d'une personne qui est judiciarisée a besoin d'être peut-être rassuré, besoin d'être impliqué dans son rétablissement à la personne, c'est un peu ça? Hein? Tout à fait, oui. Pour la personne, pour son rétablissement, c'est certain que c'est un point fort là, que la famille soit impliquée. Mais pour la famille aussi, on veut leur offrir le soutien dont ils ont besoin. On veut leur offrir de l'information. On veut leur donner, en fait, tout le pouvoir là, qu'ils peuvent avoir dans une perspective justement de reprise de pouvoir sur soi pour être capable de fonctionner au quotidien avec ces gens-là. C'est vraiment pas évident. Ouais. Quelqu'un qui souffre d'un problème de santé mentale et en plus qui a une problématique au niveau des démêlés judiciaires ou quoi que ce soit, c'est certain que pour les parents qui ont élevé ces enfants-là, c'est leur enfant, là, c'est très émotif, donc c'est pas évident. Là, et c'est stressant de se rendre compte que la personne va se retrouver en société, donc on a besoin d'être rassuré, besoin de savoir exactement. que la personne va bien. Là. Oui, que la personne va bien, certainement. Dans nos services, en fait, on veut que les parents puissent connaître un peu tous les tenants et les aboutissants qui vont se présenter à eux, qu'on parle justement des équipes traitantes, juste le terme pour un parent qui n'a rien à voir, là, qui n'a jamais eu de problème de santé mentale dans sa famille ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça fait justement un psychiatre? C'est quoi son rôle? Le travailleur social dans l'équipe, il fait quoi? À quoi mon jeune, mon enfant là, est confronté chaque jour? À tous âges, d'ailleurs. À tout âge, effectivement. Ouais. On parle de 18 ans et plus là, dans notre cas. Par contre, moi, je pourrais recevoir des parents là, qui ont des enfants... Peu importe l'âge. Là, surtout qu'on voit dans les médias beaucoup, depuis peut-être l'affaire de M. Turcotte. Évidemment, on est sensible et conscientisé un peu à la santé mentale, mais à la psychiatrie légale, on en voit souvent, ça a bousculé les gens. Et le Québec aussi a été bousculé par l'affaire de M. Turcotte. Mais en même temps, c'est sûr que chez nous, on trouve quand même important les parents sont partie prenante de la réinsertion. Parce qu'après la démarche chez nous en hébergement, c'est une façon que la personne ne se retrouve pas seule, qui crée quand même le lien avec les parents. Puis je disais tantôt que peut-être 85% des gens qui sont touchés par ça, c'est les proches. Mais chez nous, il faut être honnête, transparent. Ces clients qu'on accueille, c'est des gens qui ont quand même commis des actes très importants. Là. On va du meurtre. Ça peut être grave. Oui, on va aussi des délinquants sexuels aussi. Mais qui ont été jugés étant capables de retenir, de vivre en société, dans le fond. Absolument. C'est ça. Donc, je pense qu'ils sont évalués on parlait d'équipe traitante, un psychiatre, là, qui permet à ces gens-là d'avoir un congé à l'hôpital et de venir chez nous en toute sécurité pour le public, évidemment. Puis pour les intervenants, il faut en parler, parce que chez nous, on a quand même du monde qui travaille avec eux. C'est ça. Donc, la réinsertion sociale chez nous des clients, ça ne fait pas seul, ça fait avec Geneva, mais aussi elle se fait en présence des parents. Nous, on constate qu'un parent bien informé, c'est souvent un meilleur parent. Oui. Et souvent, les parents nous disent, oui, mais chez vous, ils consommaient la médication, ça allait bien. Là, il arrive chez nous les fins de semaine en sortie, mais il ne veut pas apprendre, on fait quoi? Ouais. Puis les parents ont peur, puis nous, c'est de les rassurer. Ils disent, écoutez, il y a des moyens, puis je pense que Geneva intervient dans ces moments-là. Il
il y a un lien qui demeure. Même si la personne est plus bénéficiaire de vos services, les familles peuvent certainement garder un lien pour les rassurer, leur donner des trucs. En fait, nos services, le service à la famille, en fait, le SAFAP ne s'offre pas uniquement qu'aux familles qui ont des résidents. Là. C'est vraiment... vraiment toute la population. Des gens qui seraient passés par chez vous, mais aussi des gens qui voudraient avoir qui voudraient avoir des conseils, qui voudraient avoir des façons de faire. Exactement. En fait, si je peux peut-être parler là, des ateliers de groupe qu'on offre, c'est vraiment ouvert là, à toute la population qui vit cette problématique-là. En fait, on offre 4 ateliers d'information, comme je disais tout à l'heure, là, qui vont viser vraiment à outiller les gens et tout ça. Ouais. C'est sûr qu'il y a un aspect là, de relation d'aide évident là-dedans. C'est 4 rencontres, ça dure environ 1h30. Les thèmes, ça va tourner troubles de santé mentale, le traitement, les facteurs de risque et de protection aussi, tout ce qui est cadres légaux. Si je vous dis commission d'examen des troubles mentaux, tribunal administratif du Québec, pour la majorité des gens, c'est du charabia. Donc, on démystifie les choses, on informe, il y a des services qui existent, il y a des processus qu'on connaît pas. Exactement. On leur transmet de l'information, mais notre approche, c'est vraiment, par exemple, dans un atelier d'information, oui, je vais être là, je vais donner de l'information, mais je me vois un peu plus comme un phare à l'arrière où est-ce que l'intervention se fait vraiment par les gens qui sont là. Ils ont l'espace pour ventiler, ils ont l'espace pour parler. C'est pas évident de parler de ça. Il y a toute cette part-là là, des tabous, des préjugés, tout ça. À SAFAP, il n'y en a pas de ça, on n'en veut pas. Donc, on peut en parler, évidemment, de qu'est-ce que ça nous fait vivre, mais on va vraiment y aller dans une perspective plus globale, plus ouverte. Il faut faire la nuance, c'est pas une thérapie de groupe. Hein? C'est pas exact. une thérapie individuelle parce que nous, il y a des gens qui sont professionnels dans ce milieu-là et ils vont référer aux besoins. Là. Tout à fait. Ça fait partie de nos cordes, de notre mandat. Mais en même temps, il faut faire la nuance entre une thérapie de groupe parce que les gens qui arrivent chez nous ont tendance à vouloir entrer dans un espace qui est plus thérapeutique. Et nous, à ce moment-là, on réfère ces gens-là. Évidemment, il y a des gens qui s'occupent de ces gens-là. En tout cas, du moins d'une partie qui est plus thérapeutique. Je suis curieux, physiquement, l'endroit, quand vous accueillez les gens qui ont un congé, par exemple, de Pinel, c'est comment? Est-ce que c'est fermé, c'est barré? Non, c'est au contraire. En fait, on est dans une démarche de réinsertion. Au contraire, il faut que les choses soient ouvertes, il faut que les gens soient ouverts aussi. Les gens puissent nous prouver aussi qu'ils sont capables mais comment de vivre contrôler? Dans cette en même temps, là, tout simplement, là, ils ont une chambre, une salle de bain à l'intérieur de la chambre. Il y a une salle communautaire, il y a des salons, télévision, etc. S'ils sortent, ils signent leur nom et tout ça. En fait, tout se joue sur, évidemment, le lien clinique avec l'intervenant qui accompagne cette personne-là dans une démarche. C'est sûr que si on voit et on s'aperçoit que le client ne prend pas sa médication, on refuse de... C'est sûr qu'on va intervenir immédiatement, puis on va informer le psychiatre et l'équipe traitante de ce dysfonctionnement-là. Donc, c'est lui donner, c'est ça, vraiment une si ouverture. Si on veut être en mesure d'évaluer la capacité de la personne de s'intégrer, évidemment. Il faut finir par faire le transfert, de dire oui, mais en tenant compte, évidemment, la sécurité pour la population. Exactement. Là, ça, c'est la priorité. Là. Donc, c'est de surveiller. On a encore 2 minutes environ. Avez-vous d'autres choses à ajouter, Mme Dupuis, sur le programme comme tel? C'est très intéressant, le programme aux familles. Oui, mais en fait, je pourrais élaborer pendant énormément de temps parce que, justement, c'est un programme qui nous tient à cœur énormément. Oui. En fait... C'est un programme qui est quand même pas si récent non plus. Ça a été mis en place il y a quelques années, j'imagine. Oui, c'est ça. Effectivement, là, on voit plus, en ce moment, les fruits là, de ce travail-là qui a déjà été fait là, précédemment. Mais je pense que ce qu'on peut dire pour la fin, c'est vraiment de ne pas hésiter à venir chercher cette aide-là. Comme je le disais, c'est vraiment difficile. On donnait l'exemple de Guy Turcotte tout tantôt. C'est vraiment une image, je pense, que les gens ont en tête. Tout le monde a connu ce que c'était, là, effectivement. Donc, ça peut être très confrontant là, pour les gens de venir s'identifier à ça, mais je leur dirais justement que c'est un endroit pour... Et vous êtes ouvert à tous les gens, là, grande région de Montréal, ou est-ce que vous avez une limite au niveau du territoire? Absolument. Donc, évidemment, il y a une démarche à faire. D'un premier temps, il faut contacter Geneva. On va vous donner tantôt les informations, mais en même temps, il faut comme
passer une barrière, là. Prendre le téléphone, dire, ben je vis ça, moi. Là. Je vis quelque chose dans ma famille. Mon fils a été judicialisé. Il est atteint d'une maladie mentale. On ne sait pas trop quoi faire. On a peur. On veut être à l'aise. On veut faire partie de sa vie. Donc, c'est le meilleur endroit pour vous contacter. Là. Ben, je pense que oui. On va y aller avec les coordonnées, si vous permettez. Donc, comment on peut rentrer en contact avec vous à l'Entretoit, en fait, le centre L'Entretoit? Oui, bien, pour le centre L'Entretoit, en fait, puis le service aux familles, ça va être une question de poste, là, donc c'est juste différent. Mais en fait, c'est le 514-846-3202. Puis pour me rejoindre au service aux familles, on va parler du poste 103. C'est sûr qu'on peut me rejoindre par courriel. Évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple souvent là, que pour les gens de me contacter comme ça. Donc, SAFAP, SAFAP.entretoit @gmail.com. On a Facebook aussi. Oui, exactement. On peut chercher sur Facebook Absolument. le centre L'Entretoit. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est déjà terminé. Merci à vous. C'est très intéressant. Bonne continuité. Merci. Bonne journée. Au revoir. À vous aussi. Bonne journée. Merci. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant le bloc Espresso allongé. On poursuit sur le sujet entamé plus tôt, Pierre, et Ghislain est toujours à notre compagnie. C'est de la santé mentale au masculin. Tu nous avais comme créé un peu un intérêt. Là. On parlait d'approche, en fait, qui n'est peut-être pas adaptée aux hommes quand c'est le temps de consulter ou le temps de parler de santé mentale. Oui, alors je vous lis ce matin, c'est quelques passages d'un article écrit par M. Alexandre Vigneault, qui est journaliste à la presse. Alors, M. Gilles Tremblay, qui est spécialiste de la condition masculine, dit que en l'absence de modèle masculin proche, le garçon tendrait à se définir par la négative, c'est-à-dire à mettre de côté ce qui est perçu comme féminin. Richard, qui a 54 ans, dit « Entre hommes, on ne parle pas trop de nos émotions. On va parler de la colère, des frustrations, mais le reste, on tient ça un petit peu plus loin. » Pierre Lheureux, qui forme des professionnels à intervenir auprès des hommes, ajoute que la façon dont les hommes se soutiennent les uns les autres ne favorise pas l'expression de la souffrance. Il nous dit « On se dit l'une à l'autre que ça va passer. On se renforce dans le réflexe de ne pas consulter. » Il faut aussi dire, Pierre, que dans le milieu de la santé mentale, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui travaillent. Tu sais, dans le personnel de soutien, je ne parle pas des psychiatres, mais le reste. Oui, mais il y a quand même, tu vois, il y en a quand même plusieurs hommes là, qui travaillent avec les hommes. Je dirais que ça en prend des hommes pour travailler avec les hommes, oui. Carl nous dit qu'une tape dans le dos, ce n'est pas assez. C'est ce qu'il a fait. Il dit avant d'admettre qu'il avait peur d'être jugé par ses amis et d'inquiéter ses proches. On ne veut pas pleurer devant ses amis. Et je ne voulais pas que ma mère me voie dans cet état-là. En insistant auprès du CLSC, Carl a été redirigé vers le service d'aide aux conjoints. Mario, lui, a choisi de prendre toute l'aide qu'il pouvait, c'est-à-dire psychologue, travailleur social, médecin, psychiatre et son entourage personnel. Mario nous dit « Si je n'avais pas eu une bonne famille et de bons amis qui pouvaient m'écouter, radoter les mêmes affaires des dizaines de fois, je ne m'en serais pas sorti. » En tant que père séparé, Carl doit encore aller en cours pour faire valoir ses droits, 7 ans après la naissance de sa fille. Le soutien de l'organisme Père séparé lui a d'ailleurs été d'un grand secours sur les plans juridiques et émotifs. Ce groupe communautaire s'articule entre autres autour de groupes de discussion entre hommes. Alexandre Vigneault dit « Comment aider les hommes à s'aider eux-mêmes en adaptant les modes d'intervention auprès d'eux », estiment plusieurs spécialistes, ce qui impliquerait en premier lieu de changer la façon de voir les hommes de manière globale. Maintenant, je saute un peu plus loin. Monsieur Vigneault nous dit « Il faut tenir compte des réalités et réticences masculines pour intervenir de manière efficace auprès d'eux. » Auprès des hommes. Psychologues universitaires et intervenants sociaux proposent des pistes pour mieux cerner et aider les hommes. Il y en a 4. Premièrement, on suggère parler homme. Madame Brigitte Lavoie, qui est psychologue, dit « Les techniques d'intervention ont été développées à partir de la recherche faite avec des femmes. Plutôt que de se faire parler d'émotions, les hommes seraient plus sensibles à des interventions qui parlent de reprendre le contrôle ou de remettre sur la bonne track. » Plus direct.
plus terre à terre, peut-être plus concret. Des fois, on pourrait dire de se faire parler dans le casque peut parfois aider. Peut-être. Avec des gants blancs. Oui, mais c'est pas. Deuxième chose, faire preuve de souplesse. Mme Brigitte Lavoie nous dit de manière générale, la demande d'aide doit être faite par la personne elle-même. Un nombre grandissant de ressources accepte toutefois qu'une tierce personne, soit la compagne, la mère, la sœur ou une amie, appelle à la place de l'homme. Mme Lavoie est convaincue que si cette pratique se répandait, plus d'hommes profiteraient des services de soutien. Oui, c'est peut-être important pour nous de se faire, comme on dit, de se faire accrocher un peu. Là, oui. Au moins pour faire le premier contact. Sauf que pas trop, parce que comme tu disais tantôt, des fois, tu ne souhaites pas nécessairement avoir de l'aide, donc c'est peut-être pas trop non plus. Troisièmement, les groupes de soutien. Pierre Lheureux a déjà envoyé des gars qui ne buvaient pas significativement à une réunion des alcooliques anonymes. Entendre un homme raconter ses difficultés, quelles qu'elles soient, aide à faire tomber des barrières chez les autres. Et quatrièmement, le bon contexte. Avec les hommes, il vaut mieux prendre les émotions à revers. M. Philippe Roy nous dit « On part des faits pour aller vers les émotions. » Avec un gars traditionnel, on ne commence pas en lui demandant « Comment tu te sens? » On commence par les faits et la personne est en territoire sécuritaire pour s'ouvrir. J'aurais des numéros de téléphone à vous proposer rapidement. Il y a Père séparé. C'est du soutien juridique pour les hommes. C'est 514-254-6120. Il y a aussi service d'aide aux conjoints. C'est le 514-384-6296. Il y a aussi Entraide pour hommes. C'est à Longueuil. C'est 450-672-6461. Et finalement, il y a Réseau Hommes Québec, un groupe de soutien pour hommes. C'est dans le 514-276-4545. On rappellera les numéros à la fin de l'émission complètement. Ça a été un peu rapide, mais c'est toujours bon d'avoir ces numéros-là. Merci beaucoup, Pierre. C'est un beau sujet, la santé mentale masculine. Merci, Ghislain, également. On poursuit à Folie douce. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. En terminant ce rendez-vous de Folie douce, Ghislain Malo à ma compagnie. On va faire, bien sûr, la nomenclature des chansons. On a écouté en début d'émission L'épave trouée. Du groupe Chose sauvage. Voilà. On a eu... je l'ai articulé. Oui, tu l'as bien articulé. On a eu Runaway. De Pascal Picard. Dans la deuxième demi, j'ai plongé dans le bruit. Du groupe Baden Baden. Et à l'instant, Another Eternity. The Purity Ring. Et voilà. Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci, Pierre, pour la mise en onde, ainsi que pour les blocs Espresso et l'Espresso allongé, où tu nous as parlé de la santé mentale au masculin. Tu veux d'ailleurs rappeler en fait les numéros pour les gens qui ont besoin d'aide, des hommes en fait. Oui, j'ai mentionné, il y a Père séparé, c'est au 514-254-6120. Il y a aussi Service d'aide aux conjoints. C'est au 514-384-6296. Il y a Entraide pour hommes, c'est à Longueuil, c'est au 450-672-6461. Et il y a Réseau Hommes Québec, un groupe de soutien entre hommes. C'est ici à Montréal. C'est au 514-276-4545. Merci beaucoup, Pierre. Je remercie notre invité en début d'émission également, le docteur Marie-Ève Morin, qui nous a parlé de la clinique Caméléon. On a eu aussi nos invités Pierre Laure et Jeanne-Éva Dupuis de l'Entretoit. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
do do do.